Tangana, qui est sous-directeur de la transformation digitale à la BICEC, Banque internationale Cameroun pour l'épargne et le crédit au Cameroun, et M. Ilyas Bernaja, qui est Chief Growth Officer à BPC, Émirats Arabes Unis. Alors, Ilyas, j'aimerais, afin de commencer ce débat, que vous nous parliez un petit peu, que vous nous dressiez un petit peu un panorama de ce qui existe en Afrique avec quelques statistiques et surtout les grandes tendances de la banque digitale en Afrique, s'il vous plaît. Ouais. Alors, bonjour Jean-Noël, bonjour tout le monde. Je vous remercie d'abord d'avoir organisé ce webinaire. Je remercie mes co-panélistes et je remercie les participants. Alors, avant de dresser le décor de la banque digitale, il faut rappeler peut-être certains chiffres. Alors, il faut savoir que l'Afrique vit aujourd'hui une profonde transformation digitale, démographique, mais aussi économique. Alors, il faut savoir que 50% de la croissance mondiale sera apportée par l'Afrique à l'horizon 2050. La classe moyenne progresse très, très rapidement et l'Afrique comptera dans 3 ans, c'est-à-dire en 2025, 12 des mégalopoles mondiales. Alors, dans le domaine du digital, il faut le dire, l'Afrique est plus positionnée comme un précurseur qu'un suiveur. Tout simplement parce que 50% des comptes mobile money au monde, ils sont africains. Le taux de croissance d'utilisation du mobile est le plus élevé aujourd'hui au monde et la pénétration du mobile ne cesse de progresser dans ce sens. Il y a aussi certaines initiatives qui favorisent aussi donc, la digitalisation. Alors, la mise en œuvre de la plus grande zone de libre-échange en Afrique, alors, qui a été ratifiée dernièrement, alors, donne un signe positif sur l'essor des flux financiers. Alors, malgré la pandémie, les stratégies de progression, de création de la valeur, de création de l'emploi, ils sont toujours là. Alors, un chiffre que tout le monde le sait, c'est 1,3 milliard de consommateurs. D'accord? Mais ce qu'on doit préciser dans ces 1,3 milliard de consommateurs, c'est que 50% de ces consommateurs auront moins de 25 ans à l'horizon 2050. C'est-à-dire ces jeunes qui sont nés avec des réseaux sociaux, qui ont le doigt sur le pouce, ainsi de suite. Alors, autre chiffre important, 280 millions de personnes intégreront plutôt la population active d'ici 2030, soit 20 millions de travailleurs par an. Alors, en Afrique subsaharienne, l'utilisation des données mobiles sera multipliée par 7 aussi d'ici 2024. Tout ça pour dire, enfin, quand on parle de 2024, c'est-à-dire dans 3 ans. C'est-à-dire la banque digitale a tous les éléments pour réussir en maintenant. D'accord? Alors, bien sûr, la pandémie affecte, malheureusement. Mais il faut le dire, c'est le catalyseur ultime de cette digitalisation. Le Covid devrait coûter aux alentours de 150 milliards de dollars de perte de production au continent africain. Donc, quelques 40 millions de personnes, malheureusement, vont shifter à la fragilité. Et les banques digitales sont désormais, plus que jamais, le levier de l'inclusion financière en Afrique. D'accord? Alors, plusieurs technologies de pointe contribuent à cette transformation, dont la blockchain, l'intelligence artificielle, la big data, donc, qui sont utilisées par les acteurs publics et privés et qui facilitent l'accès au financement, ou plutôt simplifient la gestion des flux financiers. Alors, nous, en vue de notre expérience, nous pensons que la digitalisation de la banque en Afrique se passe à 2 niveaux et ces 2 niveaux, ils sont vraiment parallèles. Alors, d'abord, un niveau macro, à travers les infrastructures de paiement. En tant qu'acteur dans le domaine, nous voyons des initiatives qui sont très positives de la part des banques centrales.
qui sont en train de construire une infrastructure magnifique en termes d'interopérabilité entre les différents acteurs, les banques, les fintechs, les opérateurs télécoms, de la mise en place d'infrastructures digitales, des réseaux nationaux, de l'acceptation de QR code, ainsi de suite. Mais il se passe aussi donc au niveau des PSP dans la région. Donc, nous accompagnons une vingtaine de switches nationales justement dans la région pour mettre à niveau cette infrastructure et pour accepter cette interopérabilité entre les différents acteurs. Alors, sur l'autre volet, donc, il y a les banques, les fintechs, donc, qui doivent aussi se digitaliser. Aujourd'hui, nous accompagnons beaucoup de banques africaines qui sont très innovantes aujourd'hui et qui offrent des solutions à la pointe de la technologie. Alors aujourd'hui, il ne faut pas avoir juste une application mobile pour s'autoproclamer une banque digitale. Alors aujourd'hui, on parle de la super app que je pourrais détailler dans les points suivants. On parle de l'acceptation de QR code, du paiement par objet porté. Il y a certaines années, c'était de la fiction. Aujourd'hui, c'est une réalité. Les smartwatches, tout le monde l'utilise maintenant pour payer à travers des tokens. Les chatbots qui sont plus juste un canal de communication. Aujourd'hui, c'est plus un canal de paiement, de l'intelligence artificielle pour la gestion de la fraude, pour le scoring, pour le push marketing, etc. Alors, tout ça pour dire que la digitalisation aujourd'hui en Afrique est une réalité et la digitalisation, c'est pour aujourd'hui. Donc, et les institutions financières, les banques qui vont prendre le train tout de suite, prendront beaucoup d'avance. Merci Ilias. C'est fantastique parce que vous avez tout couvert, hein, l'aspect économique, sociétal, technologique. On a même commencé à discuter de certaines technologies. On va basculer maintenant dans le monde bancaire avec nos invités. Alors peut-être, Monsieur Tienche, une question pour vous, hein, puisqu'on a vu le volet de BPC, hein, qui est fournisseur de solutions et qui est en interaction directe avec, comme il l'a mentionné, des PSP, mais aussi des banques. Est-ce que vous pouvez nous dire au sein de votre banque si vous avez perçu la description qu'a faite Ilias, et en deuxième approche, quelles sont les solutions que vous avez commencé à mettre en place à travers une transformation digitale? Merci Jean-Joël, merci Ilias pour ces chiffres qui nous confortent encore un peu plus dans le fait que la digitalisation dans le domaine bancaire n'est plus le futur, mais le présent et qu'il faut vraiment y aller, puisqu'on parle de 2024. 2024, c'est demain. L'approche gagnante, pour moi, revient à lever les barrières. Lever les barrières, c'est-à-dire les différents challenges qu'on pourrait avoir. Si on prend le cas de l'Afrique et de manière spécifique le Cameroun, il y a beaucoup de barrières qui existent, qui sont notamment liées à des freins. Vous avez tout ce qui est aspect culturel. L'Africain ou le Camerounais a une relation à l'argent très forte. Il aime toucher de l'argent, donc il faut trouver des moyens en termes d'éducation, changement de mentalité, garder de l'argent à la maison. Il y a tout le volet tontine qui est très fort aussi en Afrique, parce que évidemment, au-delà du côté relationnel, convivial, il y a le côté pas d'intérêt, pas de documentation, parce que la banque, c'est très contraignant, etc. Dans le domaine bancaire lui-même, le taux de bancarisation est très faible pour l'instant. On est autour de 12% au Cameroun. On a à peu près 5 millions de comptes. Et il faut savoir que la même personne peut avoir 2-3 comptes. Il y a le volet sécurité, accessibilité et la régulation aussi, comme je disais tout à l'heure, qui est très forte. Il y a des critères d'éligibilité pour avoir un compte, il faut avoir des justifications, etc. Sachant qu'on est à plus de 90% du secteur informel, mais on demande beaucoup de justifications, donc ce sont des freins. Il y a la compétition. Le secteur bancaire est l'un des secteurs les plus compétitifs. Au Cameroun, nous sommes 15 banques, sans compter les microfinances.
Et puis, il y a les telcos, comme on l'a dit, qui arrivent, tous les fintechs, etc., qui sont là. Il y a le volet Internet, parce que quand on dit digitalisation, il y a une grosse partie Internet et la pénétration d'Internet n'est pas encore ce qu'elle devrait être. Il y a le coût de l'Internet qui reste très élevé, qui reste très fort, très cher. Et évidemment, les types de téléphones, parce qu'il faut un téléphone compatible pour les applications bancaires, etc. Et tout. Il y a la partie fraude, parce qu'il y a quelques-uns qui, doués en informatique, essayent à chaque fois de tester la sécurité des banques. Donc, il y a aussi ce côté-là. Et il y a toute la partie écosystème et tout. Donc, ça, premier élément, il faut faire attention aux freins, aux challenges qu'il faut d'abord briser, les barrières qu'il faut briser. Et maintenant, qui dit digitalisation, dit écosystème, parce que la digitalisation, ce n'est pas tout simplement donner la possibilité à un client de recevoir un SMS sur l'état de son compte, mais la digitalisation, c'est cet écosystème qui fait que le client embarque sa banque partout avec lui, partout où il va. Au supermarché, il doit être capable de pouvoir payer avec sa banque parce que c'est de la dématérialisation. Il doit à la station essence pareil, à la boulangerie, payer l'école de ses enfants, etc. Donc, c'est vraiment, j'amène ma banque avec moi. Et aussi, on a parlé des devices, tout à l'heure, Elias en a parlé. Et ça peut être sur des smartphones, ça peut être sur des ordinateurs, et c'est des véritables transactions. Comme je disais, ce n'est pas juste vérifier son solde, mais c'est pouvoir faire des mouvements de son compte courant, son compte d'épargne, vers la famille, générer son historique, transfert interbanque, etc. C'est vraiment tout cet aspect-là qu'il faut regarder lorsqu'on parle de digitalisation. Et pour moi, qui dit digitalisation, qui dit approche gagnante, dit essayer de combattre toutes ces barrières-là et s'assurer que tous ces freins-là sont adressés de manière concrète avant de pouvoir parler d'une digitalisation efficace. Alors Yannick, deux petites questions qui me viennent suite à votre discours. La première, c'est, ça a été mentionné par Elias, est-ce que le contexte Covid-19, outre le fait qu'il va coûter de l'argent à l'économie mondiale et à l'Afrique également, n'a pas permis et même obligé certaines populations à interagir avec du digital, donc à leur créer une appétence peut-être sur le digital, mais en tout cas les habituer à accéder à des services sur lesquels ils ne seraient jamais allés auparavant. C'est ma première question. Et la deuxième, parce que je vois qu'il y a déjà des questions en live sur le coup, alors on va y rentrer tout doucement. Vous avez mentionné l'importance au Cameroun, je pense en Afrique en général, mais au Cameroun en particulier, d'une présence physique, soit de la monnaie, du cash, soit d'une agence bancaire. Comment vous faites, vous, au sein de votre banque, l'UBA, pour allier un utilisateur qui serait phygital, donc vous devriez maintenir une banque physique et puis une banque digitale? Merci Jean-Noël. Pour la première question, évidemment, le digital a permis d'accélérer la pénétration du digital, de l'aspect mobile banking, parce qu'il y avait cette distanciation qui existe toujours, d'ailleurs, je le rappelle, le Covid est toujours là. Et effectivement, le client n'a pas cessé de vouloir continuer à faire des transactions. Donc, il a fallu ces solutions qui avaient du mal à passer pour une ou plusieurs raisons que je vais énumérer en termes de freins qu'ils avaient, et finalement, ils se sont retrouvés à être plus réceptifs à cela, ce qui fait que, par exemple, pendant le Covid, pendant le premier confinement, nous avons mis sur le marché ce qu'on appelle le TCF Pack, c'est-à-dire toutes nos solutions digitales, nos produits digitaux, on donnait gratuitement à nos clients afin de leur permettre de ne pas avoir à se déplacer pour venir vers la banque. C'était aussi notre façon de participer à la lutte contre le Covid. Donc, que ce soit les SMS, alertes, les emails, que ce soit vos cartes débit pour vous permettre d'aller faire des retraits dans les différents distributeurs et non plus venir vous aligner à la banque et ainsi avoir des risques de contamination. Donc, nous avons mis tout ce pack-là gratuitement disponible pour nos clients et ils devaient souscrire sur notre site web. Donc, ils n'avaient pas à venir en agence, ils allaient sur le site, ils choisissaient les différentes offres qu'ils voulaient, ils cliquaient tout simplement
et on les activait pour eux. Ils savaient qu'ils n'avaient pas besoin de venir et comme je disais, ça a véritablement participé à l'adoption, à la pénétration de ces produits digitaux-là parce que le Covid, justement, demandait de maintenir une certaine distance, demande de maintenir une certaine distance. C'est clair, même sur le plan tout simplement de l'Internet, il y a eu un véritable bond dans la pénétration d'Internet au Cameroun par rapport aux années antérieures. Et nous avons des solutions comme Léo WhatsApp. Ilias parlait tout à l'heure des chatbots, comme Léo WhatsApp. Sur WhatsApp, aujourd'hui, les clients peuvent ouvrir leur compte de chez eux. Ils ont un numéro, ils peuvent ouvrir leur compte de chez eux, effectuer leurs transactions, générer leur historique, repérer le distributeur le plus proche pour ne pas avoir à aller en agence. Nous avons augmenté également les montants qu'on pouvait effectuer au GAP pour permettre justement aux clients de ne pas venir s'aligner. Et ils peuvent payer dans tous les supermarchés, etc., avec nos solutions, nos cartes de crédit, etc. Et tout. Donc, effectivement, le COVID, dans un certain sens, a été une aubaine pour le digital banking parce que le client avait ce besoin de continuer de vivre, mais sans devoir aller à sa banque pour effectuer des opérations. Et pour la deuxième question, nous avons ce qu'on appelle des agency banking qui permet en fait à des partenaires qui ont un réseau large de pouvoir effectuer, à qui nous avons délégué une partie des activités bancaires, qui font en sorte que, un peu comme les fintechs avec les stations Total, etc., vous pouvez aller faire des retraits dans des stations, etc. Donc, vous n'avez plus à aller à traverser la moitié de la ville pour chercher une agence. Vous avez ces partenaires-là, ces distributeurs agréés qui peuvent vous aider en effectuant des opérations. Si vous avez vraiment besoin d'aller à la banque ou si la solution digitale à distance ne peut pas effectuer l'opération que vous voulez mener, vous avez ces partenaires-là qui sont là pour vous aider dans ces tâches. Et nous avons également agrandi notre réseau d'agences, créer cette proximité-là en ouvrant deux agences l'année dernière et cette année, nous avons 3 que nous allons ouvrir pour effectivement parce qu'il faut le dire aussi, la banque digitale ne peut pas encore tout faire. On va y arriver, mais pour l'instant, elle ne peut pas encore tout faire. On a encore besoin, quelquefois, malheureusement ou heureusement, en dépendant de quel côté on se place, d'avoir ces agences physiques. Merci beaucoup, Yannick. Merci pour vos réponses. On va rester au Cameroun. Angèle Baird, rebonjour. J'espère que vous allez toujours bien. Alors, Bonjour. Bonjour. J'ai construit autour de 4 grands piliers la construction d'une banque digitale, même s'il y a des sous-rubriques. Je vais vous les donner. La première, ce serait déjà une vision avec une roadmap digitale. La deuxième, ce serait la réglementation et la plateforme technologique. La troisième, ce serait tout ce qui est client, gagner des clients et les retenir. Et la quatrième, ce sera un business model autour de la profitabilité. Si on revient aux 2 premiers blocs que je viens de mentionner, donc la vision et la réglementation et le choix d'une plateforme technologique, Angèle Baird, comment au sein de votre banque vous avez construit cette vision digitale et quelles sont les options, quelles sont les méthodes que vous avez mises en place pour développer une plateforme tout en respectant d'un côté la réglementation et le choix de partenaires technologiques pour la plateforme? D'accord. Donc, merci beaucoup de me donner la parole et je dis bienvenue à tous les participants à cette session. Et effectivement, les 2 questions que tu poses, celle de la vision, sont véritables. C'est une question primordiale lorsqu'on va entrer dans le digital, parce qu'au final, on réalise quand même que beaucoup d'entreprises, pas seulement les banques, ont tendance à acquérir beaucoup de technologies, beaucoup d'outils et estimer qu'elles sont digitales. Or, quand on parle de banque, aujourd'hui, on parle de services financiers, donc on est d'abord dans le service. Et quand on est dans le service, ce qui est important, c'est la création de valeur et la maîtrise de la chaîne de création de valeur. Donc, développer une stratégie de transformation digitale est quelque chose de primordial. C'est un document qu'on appelle une DFS, Digital Financial Strategy or Service, qui vous permet justement de bien maîtriser votre environnement,
d'orchestrer vos potentiels et de les mettre en cohérence avec les tendances majeures du marché. Ilias a parlé tout à l'heure de l'interopérabilité. Il faut savoir à la base que l'interopérabilité est d'abord un cadre réglementaire qui est pensé au niveau de plusieurs institutions de réglementation sous-régionales. Donc, nous, par exemple, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a saisi tout de suite, on a vu l'opportunité, c'est-à-dire qu'au-delà du côté réglementaire, et c'est vraiment quelque chose qui est très important, c'est de savoir voir en la réglementation une opportunité de business. Donc, nous, on a vu cette interopérabilité comme étant une opportunité réelle de développer, d'entrer dans la banque digitale, d'entrer dans de fournir à nos clients des moyens de paiement supplémentaires, c'est-à-dire au-delà de la carte que nous leur donnons déjà aujourd'hui, au-delà du chèque, de leur donner des instruments de paiement, dont des wallets supplémentaires, qui leur permettent d'interagir, dans le cas de la CEMAC où nous sommes, avec les participants de tous les 6 pays, que ce soit des telcos, que ce soit d'autres banques. Vous avez aujourd'hui la possibilité, de manière vraiment instantanée, d'envoyer de l'argent à un vis-à-vis qui se trouve dans n'importe quel des 6 pays sur son numéro de téléphone, et ainsi de suite. Donc, nous, ce qu'on fait sur les questions réglementaires, c'est véritablement ça, c'est-à-dire de voir la réglementation comme étant certes une contrainte, mais aussi, surtout, une opportunité de business. Donc, on n'a pas seulement l'interopérabilité où on a pu développer cette approche-là. On a eu un cadre réglementaire sur le paiement des droits de douane également. Et nous, on a poussé également la réflexion beaucoup plus loin que ce qui était demandé par la réglementation. C'est la plateforme que nous avons pu développer et qui sera commercialisée sans trahir le secret de Dieu dans les jours à venir, va permettre à nos clients de pouvoir faire des paiements par tous les moyens existants aujourd'hui sur l'écosystème national et sous-régional, c'est-à-dire que ce soit avec des wallets GMAC ou des comptes mobile money et ainsi de suite. Donc, voilà comment est-ce que nous, on arrive à intégrer les contraintes réglementaires qui sont imposées par les régulateurs, mais à les retourner comme étant des avantages compétitifs qu'on peut proposer à nos clients. Et surtout parce que l'idée ici, au final, c'est d'abord, de conserver nos clients. Il ne faut pas que nos clients soient tentés d'aller vers des partenaires autres, tierces, qui offrent déjà ces outils-là. Par exemple, si vous prenez le cas au Cameroun de la CNPS qui gère la sécurité sociale, elle permet de payer les pensions retraite, permet de payer les pensions retraite et les droits retraite par mobile money. Donc, si vous restez dans votre zone de confort et vous dites, OK, vous n'allez pas attaquer, vous ne proposez pas à ces clients-là de pouvoir percevoir ces droits de CNPS par les moyens de paiement existants, ben, il ira vers une tierce partie et c'est un client qui était dans votre portefeuille sur lequel vous perdez une part de marché. Donc, conserver les clients en leur permettant d'être ouverts à leur environnement et aussi capter les nouveaux clients, c'est-à-dire qu'il y a des clients qui sont demandeurs de ce type de solution. Donc, il faut pouvoir leur proposer des solutions nouvelles là-dessus. Mais véritablement, je voudrais revenir sur la question de la DFS, c'est un instrument véritablement important que beaucoup de banques et même d'entreprises doivent essayer d'avoir pour avoir une démarche cohérente vis-à-vis de leur clientèle. Donc, voilà un peu comment. Engelbert, vous avez aiguisé mon appétit parce que vous avez mentionné une plateforme. Je ne vais pas vous demander de faire des révélations pour notre audience, mais n'empêche que j'ai 2 questions qui viennent dessus. Vous avez parlé de tendance marché, qu'on construit notre stratégie digitale en maîtrisant un environnement spécifique au Cameroun, et puis 2, suivant les tendances marché, sans trahir ce que vous avez mis en place sur votre plateforme, manifestement qui va sortir dans pas longtemps. Quelle tendance marché vous avez senti particulièrement au Cameroun ou en Afrique? Et puis, quel est l'environnement spécifique? Je vais vous donner quelques pistes. Vous avez dit tout à l'heure, il y a une bonne pénétration de l'Internet. Il y a aussi le coût de l'Internet qui a été mentionné par Yannick. Comment on fait pour proposer des services qui sont accessibles 24 heures sur 24, un petit peu partout dans le pays? Voilà mes 2 questions. Alors, donc, les tendances marché, en fait, il faut se dire ici que c'est en fait ça l'objet
de la digitalisation, c'est-à-dire aligner votre démarche en termes de services ou d'outils que vous proposez à la clientèle avec leur affinité numérique. Vous devez regarder qu'aujourd'hui, qu'est-ce que fait mon client? Quel est le portrait de mon client? Mon client aujourd'hui, c'est une personne qui a un téléphone, un smartphone, qui, lorsqu'il n'a pas de smartphone, à minima, a un téléphone qui lui permet de faire de l'USSD et qui, généralement, est au Cameroun, s'il faut le dire vraiment de façon très simple, presque tout le monde a deux numéros de téléphone, tout le monde fait du mobile money, hein, d'accord? C'est-à-dire que même vos propres employés, qui sont vos employés de banque, ils ont certes leur compte bancaire, mais à côté, ils ont également leur compte mobile money. Et donc, du coup, et pour ceux qui ont des smartphones, qu'est-ce qu'ils font? Ils ont, comme l'a dit Yannick, ils sont sur WhatsApp, sur Twitter, sur Facebook. Et donc, vous devez développer des instruments qui vont aller trouver vos utilisateurs là où ils sont. C'est vraiment la notion de l'affinité numérique. Donc, vous devez vous aligner à l'affinité numérique de vos utilisateurs. Moi, je me suis amusé il y a de cela un mois à demander à un ami qui bosse dans les telcos quel est le nombre d'abonnés qui se sont connectés sur WhatsApp, d'abonnés unitaires, hein, en passant par la plateforme. Il m'a dit 3,6 millions. Donc, quand vous avez 3,6 millions de personnes qui utilisent du WhatsApp, qu'est-ce que vous faites? Vous essayez d'y entrer, vous ne vous posez pas la question de savoir est-ce que je dois y être ou pas. Donc, voilà un peu comment est-ce que vous mettez en place votre stratégie, c'est-à-dire que vous comprenez là où se trouvent vos acteurs, c'est-à-dire que vos acteurs ici, quand on parle d'acteurs, c'est à la fois vos clients, c'est à la fois vos employés et c'est aussi les partenaires avec lesquels vous êtes. Mais il faut reconnaître que pour les banques que nous sommes, faire cette démarche-là peut être assez complexe parce que, bon, on a déjà une culture d'entreprise qui est très forte et donc, du coup, ben, tout de suite, l'idée émerge très rapidement qu'il faut mieux aller vers les fintechs. Ils sont beaucoup plus agiles, ils sont beaucoup plus innovants et parfois, ils ont même déjà dans leur portefeuille les solutions dont vous avez besoin. Il suffit juste de créer cet alignement-là entre ce que vous voulez proposer et ce qu'eux, ils ont conçu. Et vous avez tout de suite une solution miracle qui vous aide à capter des clients et surtout à faire à créer de la valeur pour vos clients. Donc, c'est vraiment un aspect. Alors, merci Angèle-Bert. On le voit, pour la banque, c'est une obligation mentionnée par Elias, une jeunesse qui pousse, une jeunesse qui sera le consommateur, une jeunesse africaine qui sera les consommateurs de demain, mais qui pousse déjà actuellement. Et puis deux, peut-être une poussée d'acteurs internationaux. Vous avez mentionné WhatsApp, on cite souvent les GAFAM, des nouveaux players qui sont en train de rentrer, enfin qui sont déjà rentrés, en l'occurrence dans l'écosystème bancaire, et qui sont en train de pousser des solutions. Force à la banque de ne pas se faire exclure, c'est ce qu'on dit souvent, force à la banque de rester en contact avec son client, d'être l'interlocuteur privilégié avec son client et de ne pas devenir une sorte de back-end système qui servirait qu'à gérer les paiements, les transferts de fonds, etc. Alors, merci Angèle-Bert pour ce message. Monsieur Tiernoli, bonjour, rebonjour. Et après, je vous donnerai la parole, monsieur, pour avoir un petit peu la vision de la Côte d'Ivoire. Je ne vous ai pas oublié. Monsieur Tiernoli, bonjour. Alors, un petit peu la même question. Moi j'aimerais savoir, puisqu'on commence, là, on a beaucoup de questions, donc je vais commencer à prendre les questions du live. J'ai une première question qui est quelles sont les principales étapes de la transformation digitale de la banque? Monsieur Tiernoli, est-ce que vous m'entendez? Je vous entends très bien, Jean-Noël. J'ai eu peur. Non, je vous disais, il y a une première question qui était quelles sont les principales étapes que vous avez mis en place, vous, pour faire cette transformation digitale? Et puis la deuxième, on va commencer à parler un petit peu de quel type de solutions technologiques vous avez mis en place et quel a été le choix de ces solutions. D'accord. Merci Jean-Noël pour les questions. Au fait, tout a été dit à travers les interventions de Yannick, de Elias et vous-même. Nous avons compris que pour qu'il y ait une transformation digitale réussie, il fallait aller au-delà du transactionnel.
il faut être proche de la clientèle. Il faut comment dire, embrasser l'expérience client, user experience, qui est très, très important. Et donc, à part ça, il faut savoir identifier sur le plan organisationnel interne les points bloquants qui pourraient être éventuellement des freins à l'avancée de la digitalisation. Parce que aussi une digitalisation, il faut le dire aujourd'hui, avec tout ce que nous connaissons, c'est plus une culture. Il y a une culture interne. Il faut que les gens y adhèrent. Et aussi, il faudrait qu'on puisse définir un périmètre assez clair du besoin. Il ne faut pas juste se mettre là à lancer des produits, des services pour les lancer, non. Il faut les lancer en fonction des besoins de la clientèle. Le time to market est très, très important dans la digitalisation, dans la politique, la stratégie digitale au sein d'une banque. Et ça, nous l'avons compris. Ensuite, il faut savoir favoriser des approches assez flexibles, assez ouvertes, assez mixtes en alliant les expertises internes, ce que les banques ont déjà acquis comme solution pendant toutes ces années, et éventuellement l'allier avec des offres externes, hein, ce qui donne un mix assez important. Et pour finir aussi, il faut savoir, comme je le disais tout à l'heure, hein, construire une culture digitale interne est très forte. Ça veut dire que ça part de top and down. Le conseil d'administration doit adhérer à cette politique, à cette stratégie. Les différentes entités dirigeantes, les instances de prise de décision comme les comités de direction, les comités exécutifs aussi doivent montrer leur engouement pour ça, et les agents de la banque. Et aussi aller au-delà, savoir écouter l'utilisateur, le consommateur final. C'est très important, son avis sur ce qu'on va lui servir. Quand on lui prépare quelque chose, il faut qu'il se sente concerné, il faut qu'il sente que non, que les banques sont aujourd'hui en train de me faciliter la vie. Ce que le parcours du combattant que je faisais hier, il me facilite aujourd'hui la vie, ils me permettent de faire les mêmes choses, mais en ayant bien évidemment mon mobile ou en ayant accès à des nouvelles technologies. Alors, Joseph, je pense qu'on maintenant on a bien compris la stratégie digitale. Hein, on le sait, dans la plupart des entreprises, il y a même un CDO, un Chief Digital Officer, hein, quelqu'un qui est chargé de repenser tout le fonctionnement de la compagnie en fonction de l'offre digitale. Du coup, j'ai une question, enfin plutôt une question qui est assez ouverte, hein, Joseph, de Michael Défi. S'agissant de la vision, si on a compris que digitaliser ne revient pas à acquérir seulement des outils, mais c'est bien plus. Alors peut-on dire aujourd'hui que les banques, et même plus les entreprises africaines, et peut-être même les gouvernements, ont pris en compte la vision pour leur politique de digitalisation? Je m'intéresse plus particulièrement au volet RH, parce que vous avez mentionné la partie importante qui est le personnel. Alors est-ce que vous êtes d'accord avec cette affirmation, Joseph? Écoutez, aujourd'hui, oui et non à la fois. Hein. Oui, parce qu'on a connu, par exemple, l'avènement de Covid qui est venu bousculer les habitudes, qui est venu secouer les gouvernants, les banques et tous les acteurs en se disant qu'il faut que nous changeons nos habitudes. Non, la méthodologie qui est aujourd'hui utilisée, comment y accéder, comment arriver à digitaliser, quelles sont les étapes de la digitalisation, qu'est-ce qu'il faut digitaliser et tout. Et donc, cette stratégie-là, je pense qu'il y a beaucoup d'entre nous ou des gouvernants qui ne le maîtrisent pas encore. Et donc, du coup, pour y arriver, à notre avis, il faudrait se faire accompagner pour définir la stratégie de la digitalisation. Ok, merci bien, Joseph. Alors, oui, bonjour Monsieur Fofana. Bonjour. Je vous avais Bonjour Jean-Noël. Je vous donne la parole. J'espère que vous allez bien. Oui, ça va. Donc vous avez vu, on a planté un petit peu le décor. Hein, on a donné un contexte statistique, un contexte économique, un contexte technologique. Puis on a basculé avec les banques sur leur transformation digitale, hein, les différentes étapes, ce qu'elles ont mis en place. On voit qu'il se dessine deux points importants, hein, qui étaient dans mon paragraphe 2, c'est-à-dire une plateforme digitale et un cadre réglementaire. Alors, en Côte d'Ivoire, j'aimerais savoir, au sein de la Bank of Africa,
outre votre stratégie digitale, comment vous avez appréhendé ce contexte réglementaire et puis le choix des partenaires technologiques qui vient juste d'être mentionné par Joseph, en fait, en faisant référence à un accompagnement. Alors, merci Jean-Noël pour la prise de parole. En fait, effectivement, au niveau de BOA Côte d'Ivoire, on a appréhendé le sujet, si vous voulez, si on voulait 360 degrés, hein, parce que comme l'ont dit tout à l'heure les précédents intervenants, il ne faut pas que voir l'aspect produit. Nous, on a vraiment réfléchi à un aspect client, on est en train de le mettre en place justement. Au-delà de l'aspect client, derrière, il y a toute une équipe qui travaille pour justement mise en place des procédures, mise en place des outils qui vont permettre de supporter justement ces innovations-là. Parce que quelque part, on est en banque, hein, c'est un secteur qui est tellement réglementé qu'on ne peut pas se permettre de tout faire. Donc aujourd'hui, on est obligé de tenir compte justement de ce que nous permet la réglementation pour y aller. Alors l'approche, elle est très simple. Entre le besoin du client et entre les obligations que nous font la Banque centrale, bien entendu, il faut satisfaire le côté business. On essaie de trouver l'équilibre parfait. L'équilibre parfait, c'est quoi? C'est d'abord déjà avoir la solution. Maintenant, cette solution-là, comment est-ce que tu l'adaptes pour qu'elle réponde exactement aux besoins d'un client tout en respectant la réglementation qui est en cours? Aujourd'hui, malheureusement, dans nos territoires, on va dire les législations ne nous permettent pas, si vous voulez, d'aller dans le sens qu'on souhaite pour la full digitalisation. Donc, comme l'a dit c'est Tierno, je crois, il faut bien cibler ce que tu veux digitaliser. Est-ce que ce que tu veux digitaliser, ça rentre en ligne droite des besoins de tes clients qui sont conformes à ta stratégie à toi? Et est-ce qu'en y allant, tu n'exposes pas ton entreprise à des sanctions, à des risques en fait? Donc aujourd'hui, c'est tout cet ensemble-là. Quand tu lances une réflexion digitalisation, c'est tout cet ensemble-là qu'il faut mettre sur la table, éventuellement les adresser un par un en ayant un maillon de connexion entre ces différentes chaînes-là. Tu vas attaquer l'aspect clientèle, tu vas offrir le produit qu'il faut. Tu vas attaquer l'aspect compliance, tu respectes les réglementations. Mais est-ce que dans l'environnement même étatique du pays, est-ce que ça peut y aller? Aujourd'hui, c'est un peu ça la grosse question. Il y a les innovations, ça existe, les services sont là, mais quelquefois, le frein, à mon sens, c'est plus les environnements étatiques qui ne nous permettent pas justement d'y aller à fond. Donc, c'est un sujet qui est très important à regarder. Moi, je n'ai aucun... Alors, Mohamed, on vous a... Allez-y, allez-y. On vous avait perdu pendant un petit moment. Je pense que le fait de mentionner que les États étaient un peu des freins vous a mis dans une situation délicate, Monsieur Fofana. Ils vous ont fait tomber le réseau. Alors, on va attendre un tout petit peu. D'autres sur la cité des fintechs, la technicité des droits, quand on veut lancer des solutions quelquefois. Alors, désolé, hein, Mohamed, on est obligé de continuer. Donc, je vais reprendre la main avec Ilias. On vient de faire un tour, un bon panorama. Ilias, on l'a vu, hein, après avoir vu une stratégie numérique digitale avec une implémentation des impacts, avec des obligations réglementaires, on a commencé à aborder pas mal de points sur la plateforme. Moi, j'ai deux points importants. Joseph a mentionné ça tout à l'heure. Il a mentionné que seule la banque n'est pas objectivement capable de faire cette transformation seule. Elle a besoin d'un accompagnement. Donc, j'aimerais savoir quelle est votre vision au sein de BPC concernant cet accompagnement. Et puis, j'ai deux questions supplémentaires pour vous, Ilias. La première qui m'a été posée sur le chat, ce sont deux questions. La première, elle est réglementaire, elle est comment gère-t-on la protection des données personnelles et de la vie privée à travers une plateforme digitale? La deuxième question, elle vient de Grégory Mirabella concernant la blockchain. Quel est actuellement le degré d'adoption de la technologie blockchain par les banques africaines dans le processus de transformation digitale, puisque vous l'avez mentionné au tout début, Ilias?
Et la dernière question, j'aimerais juste retrouver qui me l'a donnée, mais je vais vous la poser. C'est peut-on créer une banque digitale sans banque physique? Elle est de Wilfried Douma. Est-il possible de créer une banque en ligne complètement sans locaux physiques ou presque? Alors, merci pour toutes ces questions pertinentes. Je vais commencer par la dernière. Alors, effectivement, on a vu des success stories magnifiques en Afrique à partir de banques qui sont totalement digitales et qui ne possèdent pas d'agence. Actuellement, nous possédons l'une de ces banques qui est Time Bank en Afrique du Sud. C'est une banque qui est totalement digitale, aucune agence. Et aujourd'hui, Time Bank est la banque qui a la plus grande croissance en Afrique en termes de nombre de clients. Donc, 3 millions de clients au bout de 2 ans. Alors, quand on dit clients, il faut se poser derrière la question aussi, alors, est-ce qu'il y a des volumes derrière? Oui, il y a des volumes parce que Time Bank a adopté un modèle qui est hybride en se basant sur une technologie qui est assez avancée. Le volet réglementaire est assez important, je vais y revenir, mais aujourd'hui, par exemple, chez Time Bank, un client, il est capable de venir scanner son passeport sur un kiosque. Il y a un KYC qui est fait en temps réel à travers des algorithmes OCR qui récupèrent les données de passeport, par exemple, et une carte, elle peut être émise en 2 minutes. Avant, on parlait de Customer Onboarding en 2 minutes. Maintenant, on est en train de livrer un produit carrément au bout de 2 minutes. Et c'est un modèle qui aujourd'hui marche très bien. Alors, sur le volet accompagnerment, justement, donc le choix du partenaire technologique est très important parce qu'aujourd'hui, les termes ont un peu changé, ont un peu évolué. On ne parle plus de suite logicielle, on parle plutôt de plateforme et d'écosystème avec une agilité qui est assez rapide pour lancer des produits qui sont rapides, pour donner l'autonomie aux clients de lancer ses propres produits. Alors, je vous donne un titre d'exemple et peut-être vous allez le savoir aussi. Ce n'est pas le fait d'avoir un wallet qui pousse le client à utiliser ce wallet. Ce n'est pas le fait d'avoir l'instrument de paiement qui pousse le client à l'utiliser. Et nous voyons beaucoup de pays où on trouve des millions de wallets qui sont enrôlés, mais qui ne sont pas utilisés. Donc, on parle aujourd'hui de création d'écosystèmes. Et sur cet écosystème, on donne à la banque l'autonomie d'onboarder les acteurs qui doivent interchanger entre ces transactions. Alors, si, par exemple, je suis capable de donner à la banque un écosystème pour créer un réseau d'agents, un réseau d'acceptation QR code qui peut évoluer, par exemple, dans d'autres industries. Alors, aujourd'hui, on voit le QR code qui est utilisé chez les commerçants, mais dans d'autres pays, il est utilisé aussi dans l'acceptation, dans les paiements de transport, par exemple. Et les paiements de transport, aujourd'hui, c'est parmi les secteurs qui génèrent le plus de volume des écosystèmes existants. C'est pour ça que moi, je dis aujourd'hui, nous croyons aussi donc, que la spécialisation de la banque digitale est assez importante. Et la banque digitale devrait penser écosystème plutôt que penser juste de digitaliser des produits sans créer d'écosystème. Alors, nous voyons quelques exemples qui sont très intéressants. Aussi, par exemple, des banques digitales qui sont spécialisées dans la diaspora. Et l'Afrique a l'une des plus grandes diasporas au monde aujourd'hui. On parle aux alentours de 200 millions de personnes. On parle de la bibancarité, donc ces personnes qui sont obligées d'effectuer des opérations coûteuses, peut-être de se déplacer dans le pays pour effectuer des transactions. Ça, c'est un écosystème qui peut être créé, par exemple. On parle de banque qui est dédiée aux jeunes. On voit l'exemple en Angleterre aujourd'hui de Revolut Junior qui fait un carton parce que ces jeunes, justement, on leur fait un écosystème, un produit sur lequel ils peuvent interagir. Alors, aujourd'hui, on ne parle plus juste d'applications mobiles,
On parle de la super app, justement, où le client il est capable d'intégrer des tiers pour créer cet écosystème. On le voit avec des banques qui sont très grandes banques, je dirais, comme DBS, comme Starlink, par exemple, qui se transforment en marketplace aujourd'hui. Et qui profitent de ces flux, justement, de marketplace pour proposer des services à valeur ajoutée. La banque aujourd'hui, ce n'est plus la gestion de la carte et du compte. La banque aujourd'hui, c'est vraiment aller sur des services à valeur ajoutée. On parle aussi de chatbot, qui n'est plus juste un canal de communication pour réduire les coûts des centres d'appel des banques, ainsi de suite. C'est vraiment aujourd'hui un canal de paiement. Aujourd'hui, on est capable de délivrer un chatbot. Et tout à l'heure, Engelbert, je crois, il a cité un très bel exemple qui est l'utilisation de WhatsApp. Aujourd'hui, on a 3,6 millions d'utilisateurs de WhatsApp. Aujourd'hui, on est capable d'intégrer ces chatbots dans des canaux d'utilisation comme WhatsApp, comme Telegram, ainsi de suite. Et je suis capable d'interagir avec la banque en disant « je veux transférer tel montant à tel compte, de tel compte » et faire une opération avec mon chatbot dans ce sens. Donc, aujourd'hui, l'accompagnement des banques, pour revenir toujours au point d'accompagnement, est très important. Le choix du partenaire technologique est vraiment stratégique pour la banque. Les modèles, ils sont vraiment divers. Il y a des banques qui veulent, par exemple, se concentrer plutôt sur la relation client. Et là, je vais citer encore un exemple qu'on a accompagné, Tonic Bank, qui est la première banque digitale, par exemple, aux Philippines. On sait que le Philippines est un archipel où, par exemple, la couverture Internet aussi n'est pas à 100% dans toutes les îles. Tonic Bank a décidé de se concentrer sur un modèle OPEX, c'est-à-dire pas d'investissement sur des serveurs qui sont coûteux, pas d'investissement en termes de licence, pas de durée d'implémentation qui est lent. Et ça, c'est très important quand on part sur des modèles comme ça, des modèles qui sont cloud, qu'on est capable aujourd'hui de fournir un time to market qui est très rapide. Et aussi, donc, je vais revenir sur cette question sur le time to market par rapport à cette période du Covid, par exemple, où on s'est retrouvé dans une crise où, par exemple, les États voulaient donner, par exemple, des subventions sous forme de cash. Donc, les banques qui étaient plus agiles, les banques qui étaient plus digitales, étaient capables de créer des wallets, de faire des mini KYC, d'émettre des wallets et gérer tous ces flux, justement, pour le gouvernement. Donc, aujourd'hui, la digitalisation est vraiment, enfin, elle peut aller de la super app à l'USSD, mais l'important, c'est de penser à l'écosystème qui va gérer tous ces volumes. Il y a juste une petite question qui va dans le sens de ce que vous venez de dire, hein, de Fabrice Zagbayou. Pourquoi les banques digitales ont en majorité du mal à rentabiliser? En effet, à l'exception de certaines, on a du mal à voir les incomes prévus. Alors, vous avez mentionné quelques-uns. Merci. Justement, c'est une question qui est très, très pertinente, justement. Parce que, en fait, au début, l'idée qu'on avait de la banque digitale, c'est vraiment d'offrir les mêmes services qu'on a chez la banque, c'est-à-dire gérer la carte et le compte à partir de canaux digitaux et aller sur le tout gratuit. D'accord? Mais en fait, ce qui ramène vraiment de la valeur à une banque digitale, c'est de créer des services à valeur ajoutée. D'accord? Les services à valeur ajoutée et aller sur des modèles qui réduisent tout ce qui est CAPEX. D'accord? Quand je dis CAPEX, c'est-à-dire l'investissement dans des infrastructures qui sont chères. Aujourd'hui, nous sommes capables de livrer des modèles cloud. Demain, une banque, elle peut démarrer avec une super app multi-rôle. Alors, ça, c'est très important aussi à mentionner. On peut trouver un client qui est en même temps commerçant, il est porteur de carte, il est commerçant, il est agent, je ne vais pas lui fournir 3 applications mobiles. Sur la même application mobile, il est capable de switcher, user-friendly, de faire ses opérations chaque jour. Donc, aujourd'hui, avec ce modèle qui est basé sur l'OPEX,
les banques, elles peuvent rentabiliser très bien leur digitalisation. Ils peuvent aller très rapidement, être très agiles, se concentrer encore une fois sur la relation client, ainsi de suite. Il y avait une question aussi qui a été posée par rapport à l'accompagnement que j'avais noté. Aujourd'hui, la digitalisation, quand on l'aborde toujours, on aborde le volet sécuritaire. D'accord? Aujourd'hui, nous sommes capables de sécuriser toute transaction à travers des algorithmes d'intelligence artificielle à un scoring qui est vraiment magnifique. Avant, on sécurisait, donc pour ne pas aller trop dans des détails techniques, avant on sécurisait avec des règles en fait sur les modules de fraude. Si on reçoit 2 transactions avec 2 PIN erronés, par exemple, je vais rejeter la transaction, par exemple, parce qu'elle est frauduleuse. Enfin, c'est un exemple. Mais ce genre de gestion de fraude causait beaucoup de faux positifs, de faux négatifs, ainsi de suite. Aujourd'hui, avec des algorithmes d'intelligence artificielle, on est capable de détecter, par exemple, la version Android du téléphone, si le téléphone a changé, si la zone géographique a changé, ainsi de suite, pour lutter contre la fraude. Il y a aussi le volet 3D Secure aussi, donc qui a beaucoup évolué pour aller vers le mobile. Avant, c'était juste pour les transactions e-commerce. Maintenant, la nouvelle norme 3D Secure 2.2, nous la supportons parfaitement. Donc, pour sécuriser ce genre justement de transactions. Donc, la sécurité de plateforme est vraiment essentielle pour créer de la confiance, pour assurer justement la protection du consommateur final, parce qu'il faut le savoir, un problème de sécurité, il peut toucher vraiment à la réputation d'une institution financière, et pas que aussi une digitalisation qui est ratée avec par exemple mal étudiée, mal analysée aussi, donc elle peut par exemple avoir des conséquences qui sont dramatiques pour la banque. On en a vu des exemples. En Angleterre, il y avait une banque que j'ai oublié le nom, donc qui a perdu aux alentours de 300 millions de dollars parce qu'elle a raté son jour de digitalisation. Elle a perdu des dizaines de millions, des dizaines de milliers de clients, ainsi de suite. Donc, le choix du partenaire technologique, le choix du modèle, est-ce qu'on va partir sur le CAPEX, sur l'OPEX, le choix de la bonne technologie est vraiment important pour réussir une digitalisation aujourd'hui. Il y avait une dernière petite question, Elias, si vous vous souvenez de Grégory Mirabella concernant la blockchain, et c'était de savoir quelle était, vous l'avez mentionné tout à l'heure, hein, est-ce que c'est plutôt une tendance dont on parle ou une tendance qu'on est déjà en train d'implémenter? Est-ce que l'Afrique a un super rôle à jouer? Alors, la blockchain est en train d'être implémentée dans certaines zones aujourd'hui en Afrique. Par exemple, j'ai vu moi des exemples pour gérer, par exemple, tout ce qui est enregistrement foncier, par exemple, dans certains pays où on a implémenté des modèles de blockchain, mais aussi la blockchain en modèle cryptocurrency aujourd'hui. Nous accompagnons aujourd'hui un client en Suisse qui s'appelle Sebabank, qui fait de la crypto-monnaie. On a entendu l'annonce, par exemple, de Mastercard il y a 1 ou 2 mois, par exemple, qui voulait fournir des cartes pour faire le change entre le Bitcoin, par exemple, et le dollar ou l'euro. Donc, par exemple, nous avons réalisé ce genre de projet il y a 3 ans, 4 ans avec des banques dans des pays qui étaient déjà réglementés et qui acceptaient justement la blockchain. La blockchain est vraiment un volet à développer sur le volet, je dirais, sécuritaire, parce qu'il propose un modèle de sécurité sans pair aujourd'hui. D'accord, merci. Yannick, merci Elias. Yannick, je reviens vers vous.
On a parlé de la rentabilité de la banque digitale. Il y a une question qui a été posée tout à l'heure. J'ai une première question pour vous, puis elle va basculer sur la rentabilité de la banque digitale. Comment créer une banque digitale dans un contexte africain? La question vient juste de bouger. Je suis désolé. En tenant compte des particularités africaines. Et puis la deuxième question, elle est sur la rentabilité de la banque digitale. Merci Jean-Noël. Ça rejoint ce que je disais tout à l'heure en introduction. C'est vraiment faire attention aux freins des populations. Ça revient à ce qu'on appelle la démarche marketing basique, c'est-à-dire connaître son client, quels sont ses besoins, quelles sont ses attentes et surtout comment casser ses barrières. Tout ce qui est culturel, on l'a dit, l'Africain, le Camerounais aime bien la relation avec l'argent. Donc, il faut de l'éducation pour lui montrer le bien fondé. Donc, c'est d'abord les freins réglementaires ou habitudes de consommation. Ensuite, c'est les partenariats. Je pense, et comme Ilyas l'a dit, le combat ne se gagne pas tout seul. Il y a des partenariats stratégiques qu'il est bon de nouer, notamment avec les fintechs. Par exemple, chez UBA au Cameroun, avec tout ce qui est telco, qui sont plus avancés que nous dans ce domaine-là et qui ont une forte pénétration, nous avons noué des partenariats et conçu des offres, des offres co-brandées, tout ce qui est bank to wallet, où vous pouvez, à travers votre mobile money, prendre de l'argent de votre compte bancaire et effectuer vos transactions, parce qu'ils ont déjà conçu un élément qui est important et primordial, c'est l'écosystème. Qu'ils ont réussi à avoir un écosystème fort avec plusieurs divers partenaires, parce que je vous l'ai dit, la digitalisation bancaire, c'est la banque partout avec moi. C'est-à-dire, lorsque je vais à la boulangerie, je dois être capable de faire mon paiement. Lorsque je suis chez moi le dimanche à 23 h, je dois pouvoir faire une transaction, envoyer de l'argent à mon frère qui se trouve de l'autre côté de la terre. C'est la banque partout avec moi et ça passe également, comme je le dis, par des partenariats. L'autre élément important, c'est le client qui est au centre de tout. L'idée de la digitalisation, c'est de rendre la vie plus facile au client. Donc, on va du customer journey, du parcours client, de son style de vie, qu'est-ce qu'il fait, où est-ce qu'il va. On a parlé notamment de WhatsApp avec plus de 3,5 millions de personnes. C'est pour ça que nous, par exemple, nous avons mis sur pied le chatbot Léo sur WhatsApp, où en discutant avec Jean-Noël sur WhatsApp, je peux sortir de notre conversation, aller avec Léo, mon banquier virtuel, et lui demander de transférer de l'argent. Par exemple, de me générer mon historique des 3 derniers mois, etc. Pareil sur Messenger, parce qu'on l'a Léo sur WhatsApp et on l'a sur Messenger, parce que la population est sur les réseaux sociaux, est sur Facebook, est sur WhatsApp. Donc, ça passe par là où se trouve mon client, qu'est-ce qu'il fait. Et c'est comme ça. Au début, les banques lançaient beaucoup de mobile banking applications, mais ça ne prenait pas derrière parce que ça faisait une application de plus, parce que ça faisait quelque chose de très bon. Donc, nous sommes rentrés dans le quotidien des clients, dans leur vie de tous les jours. On a dit, bon, écoute, ils sont où? Ils sont sur WhatsApp, ils sont sur Messenger. Donc, on crée des chatbots qui vont non plus simplement être, comme Ilyas le disait, un palliatif au service center, mais vraiment, véritablement, un gestionnaire de compte qui peut effectuer de réelles transactions partout où le client se trouve et à tout moment. Donc, je pense que c'est véritablement à travers cela que la digitalisation peut être réussie. Alors Yannick, deux petites questions qui nous viennent directement du chat. Il y en a une qui était adressée à Elias, mais je pense que vous pouvez y répondre. Elle est de Franck Pay. On a parlé des chatbots. Au-delà de la communication, peut-il garantir la sécurité et la confidentialité des transactions lorsqu'on sait que l'identité numérique connaît encore de sérieux problèmes de nos jours? Et puis la deuxième question, elle nous vient de Luther Martin. Elle n'est pas facile, Yannick. Exemple, comment pouvez-vous déployer une fonctionnalité destinée au paiement de frais de scolarité dans un pays qui ne dispose pas de plateforme de gestion d'école ou dans un pays où 95% d'écoles n'a pas d'ordinateur? On peut le répéter à toutes les filières. Au Cameroun, par exemple, nous avons, pour répondre à la deuxième question, au Cameroun, nous avons développé ce qu'on appelle le Magic Banking, qui est un USSD, parce qu'on l'a dit, un des freins, au-delà de freins culturels ou réglementaires, il y a la pénétration d'Internet, qui est une réalité dans la majorité des pays. Donc, il faut également des solutions comme le USSD. Et nous, au Cameroun, nous avons Magic Banking, qui est une solution USSD pour les étudiants, pour pouvoir payer leurs frais de scolarité. C'est-à-dire, l'école a un compte bancaire chez nous et l'étudiant, de sa chambre d'étudiant,
prend son téléphone, qui n'est pas smartphone, va sur le USSD et effectue le paiement. Donc, c'est une solution, par exemple, à des localités où il n'y a pas Internet, où l'accès à Internet est difficile, où bien le réseau n'est pas bon, pour pouvoir. Donc, il y a des solutions comme ça qui existent et la banque se doit d'apporter des solutions en fonction des clients. Je pense que Elias en a parlé tout à l'heure. On a un profiling de clients et en fonction des clients, de leurs habitudes, on doit apporter des réponses en termes de digitalisation et non pas tout simplement se mettre de son côté en tant que banque, imaginer une solution qui n'est peut-être pas viable. Alors, Yannick, là, pourtant, les propos me paraissaient sains. Alors, on va attendre quelques secondes. Alors, Yannick, moi, je suis désolé, je ne vous entends pas. J'imagine que c'est pareil pour les autres. Peut-être, Ilias, juste rebondir sur la partie sécurité du chatbot. Allô? Alors, il est revenu. Il est revenu. Yannick, on vous avait perdu pendant la dernière partie de votre phrase. Oui, je pense que c'est parce que j'ai parlé de de l'instabilité d'Internet. On n'a pas eu le temps d'entendre, mais je pense qu'ils ont, avec de l'intelligence artificielle, ils ont réussi à anticiper vos propos et à vous couper avant. Mais... Ouais, donc c'était ça, je disais, dans le cas d'espèce avec une solution USSD, on vient répondre à un des freins qu'est l'instabilité d'Internet dans certaines localités. Et donc, pour résumer mon propos, c'était ça de dire, premièrement, répondre aux différents freins qui peuvent être culturels, réglementaires ou bien sociaux et économiques. Et ensuite, nouer des partenariats stratégiques gagnants, notamment dans le cas d'espèce avec les fintechs ou les telcos. On peut, à travers tout ce qui est banque wallet, avec les mobile money qui ont une pénétration du marché très forte, qui peuvent nous aider à rapidement pénétrer nos clients. Donc voilà un peu. Merci Yannick. Alors peut-être il y a juste sur la partie chatbot à nouveau. Ilias, vous m'entendez? Juste peut-être sur la partie sécurité des chatbots. Justement, juste pour revenir justement à ce volet de sécurité, parce que il faut savoir que il faut mettre le client d'abord en confiance, d'accord? Donc, et on ne peut pas livrer une technologie si elle n'est pas sécurisée de bout en bout, parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment, ça touche, un problème de sécurité peut toucher à la réputation de toute une institution financière. Et j'en ai vu l'exemple, et vous connaissez certainement d'autres exemples. Aujourd'hui, en matière de sécurité, le cryptage qui existe entre ces algorithmes ou ces devices et les serveurs est assez élevé pour être, par exemple, craqué. Ensuite, il y a des benchmarks sécuritaires qui sont faits par des tiers et qui prouvent que, par exemple, la sécurité de ces chatbots est infaillible pour le moment. Donc, on a un pas d'avance dans ce sens. Donc, sur le volet sécurité, moi, ce que je pense, il faut vraiment servir le client à lui laisser la user experience, parce que quand on parle toujours du volet sécurité, il y a la user experience qui risque d'être dégradée de l'autre côté. Plus on sécurise, alors plus l'expérience client diminue. Donc, il faut justement être customer-centric sans déstabiliser le volet sécuritaire. Aujourd'hui, on a des algorithmes d'intelligence artificielle, comme je l'avais dit. Il y a de l'authentification forte qu'on utilise aussi pour sécuriser ces transactions. Donc, quand je dis l'authentification forte par plusieurs facteurs, notamment les facteurs biométriques, le volet réglementaire aussi est important. On parle du 3D Secure aujourd'hui. Par exemple, le 2.2, qui est le dernier, qui permet de scorer une transaction à une très haute précision et cela sans aucune friction avec
le client. C'est-à-dire, mais sans même envoyer le OTP, on peut, par exemple, scorer si la transaction est positive, accepter la transaction pour ne pas dégrader l'expérience client. Et si on a un doute, par exemple, qu'il y ait par exemple, une fraude sur cette transaction, c'est là où on challenge le client, on lui demande de fournir un élément supplémentaire comme l'empreinte digitale, comme la reconnaissance faciale, comme la reconnaissance vocale, comme un mot de passe, comme une question, ainsi de suite. Donc, sur le volet sécurité, donc justement, on doit garder l'œil sur ça, il ne faut pas le laisser de côté, mais aujourd'hui, les plateformes qui sont fournies, ils sont totalement sécurisées et justement mettent le client en confiance pour qu'il puisse réaliser ses transactions au jour le jour. C'est bien, Ilias. Merci pour cet aspect sécurité, cybersécurité. On l'a compris, il faut faire du risk management et puis adapter les demandes clients pour permettre quand même une UX, une user experience optimale et pas être ultra sécuritaire. Angèle Baird, rebonjour. Alors, on l'a vu pour un autre sujet, on a vu qu'à défaut d'avoir des ordinateurs, les populations africaines et spécialement les jeunes ont des mobiles. Et le prix des smartphones est en baisse avec certaines marques asiatiques qui sont hyper challenging sur le prix avec une qualité optimale. Moi, j'aimerais savoir ce que, au sein de votre banque, vous avez mis en place autour de cet écosystème. Et puis, j'ai une deuxième question qui m'est revenue 2 fois. Alors, je ne retrouve plus, je suis désolé, les personnes qui ont posé cette question. Mais Ilias, vous venez de parler de confiance dans le service. Il y a aussi confiance dans la banque, d'après 2 de nos interlocuteurs. Le consommateur africain, l'utilisateur de la banque africaine, il a un premier niveau de confiance qu'il doit retrouver, a priori, avec les banques tout court, pour après avoir un deuxième niveau de confiance qui serait lié à l'utilisation du digital. Alors, si vous pouviez développer. Et puis, j'ai un troisième volet, mais je pense que ça fera beaucoup, c'était sur la partie rentabilité à nouveau. Si vous aviez mis des solutions en place, quel était votre modèle économique derrière? Est-ce que vous étiez parti pour pas de CAPEX du tout, comme mentionné par Ilias, ou un tout petit peu, ou une fraction de cela? D'accord. Donc, disons que je commence par la première question sur la pénétration des smartphones. C'est vrai qu'aujourd'hui, les smartphones constituent quand même un parc assez important des devices qu'ont les clients. Mais il faut noter et il faut poser à côté de ça le taux de pénétration d'Internet d'une manière générale au Cameroun, qui, à fin 2020, est quand même à 30%. Le taux de pénétration d'Internet. Ce qui veut dire que vous devez, en tant que banque, vous dire, OK, je peux attaquer 30% de mes clients sur les devices, smartphones et équipements qui ont accès à Internet et leur fournir des applicatifs, du moins des plateformes, telles qu'on s'est entendu là-dessus, où ils ont accès, auxquels ils peuvent accéder à partir de leur smartphone. Mais vous dire également qu'il y a 70% de votre clientèle qui n'ont pas de smartphone du tout et pour lesquels il faut trouver une solution palliative, avec toujours la même contrainte de qualité de service et d'expérience client qui doit rester optimale. Donc, vous devez, un peu comme l'a dit Tierno, avoir une approche holistique de votre clientèle où vous essayez d'attaquer toutes les niches qu'il y a dans votre portefeuille, à la fois en termes de clients équipés de smartphones et de clientèles qui n'ont pas de smartphone. Maintenant, sur la dernière question, je vais revenir un peu sur la question de la rentabilité. Sincèrement, je pense que la question de la rentabilité, pour moi, reste une question de création de valeur. Il faut véritablement maîtriser toute la chaîne de création de valeur et essayer de faire des économies à chaque étape de la création. Parce que le risque est souvent grand, par exemple, d'offrir un produit digital au client, mais par exemple, de ne pas avoir une continuité au niveau du middle office ou bien au niveau du back office. Et du coup, toute la valeur qui est créée en amont est tout de suite absorbée au niveau des niveaux intermédiaires et vous vous retrouvez avec un produit que vous vendez, mais sur lequel vous ne réalisez pas de bénéfices tangibles. Pourquoi? Parce que tout simplement, au milieu, il n'y a pas eu cette transformation dont Tierno a parlé qui est culturelle, c'est-à-dire qui a permis de mettre en cohérence tout l'ensemble des acteurs de votre écosystème de manière optimale, de manière
créer de la valeur et à conserver cette valeur-là que vous avez pu créer. Donc, je pense que j'ai répondu à la première et à la dernière question. Si tu peux revenir, si tu peux me préciser la question intermédiaire. J'avais peur que vous essayiez, Engelbert, d'occulter ma deuxième question, qui c'est sur la confiance à deux niveaux sur les banques. Confiance sur la banque et puis sur sa digitalisation. Oui, alors, non, je ne vais pas la botter en touche. En fait, je pense que c'est un grand challenge auquel les banques sont confrontées. Il y a cette affinité que les clients ont à la banque, à leur banque ou au réseau d'agences, c'est-à-dire que les clients aiment rester en contact avec leur banque, rencontrer leur chargé clientèle. Ils ont l'impression d'être mieux écoutés, d'être mieux servis lorsqu'ils sont… Cette interaction humaine est très importante et c'est aussi plus ou moins la même interaction humaine. Disons que d'une façon générale, c'est une question de culture. L'Afrique est ce continent-là où l'humain reste quand même au centre de toutes les démarches. Donc, le client ne va pas subitement, parce qu'il est devenu client d'une banque, changer, ne plus vouloir ces interactions qu'il garde au niveau familial. Il va toujours vouloir garder cette approche humaine, cette approche basée sur l'interaction. Mais de l'autre côté, vous avez les technologies qui sont en train d'émerger et qui font qu'aujourd'hui, je travaille pour une banque, mais je ne vis pas dans la même ville que mes parents. J'échange avec eux plus sur les équipements device, sur les téléphones et tout le reste. Et donc, du coup, mon comportement au quotidien, il a changé. Donc, en même temps, il faut donc trouver un juste milieu entre le réseau de distribution, c'est-à-dire le réseau d'agences, et les plateformes que vous mettez à la disposition de vos clients. Alors, donc, le client, lorsqu'il est bien servi dans vos agences, vous gagnez en confiance, vous gagnez un capital confiance, vous avez la capacité, il devient même votre ambassadeur, hein, il va vendre, il va dire, bon voilà, c'est une bonne banque, je suis satisfait depuis que je suis là. Et cette confiance-là, vous pouvez donc la capitaliser là, désormais pour lui donner des produits en lui disant la même qualité de service que vous avez quand vous venez en agence, vous la retrouverez parce que nous avons des dispositifs d'accompagnement et ainsi de suite. Donc, la banque est dans une bataille entre développer son réseau d'agences et qu'il ne peut pas à la vitesse qu'il veut. Hein. Aujourd'hui, vous ne pouvez plus créer des agences chaque année comme on le faisait dans les années antérieures. Vous devez intégrer parce que d'abord, on a quand même une certaine concentration des villes. C'est-à-dire que vous avez des villes où, voilà, après, vous avez des villes qui sont quand même assez concentriques. Et lorsque vous avez mis des agences dans ces villes-là, il vous reste quand même des niches où vous ne pouvez plus placer des agences, mais où il y a une clientèle qui est rentable, où il y a du business qui se fait et où vous avez besoin d'être présent. Et donc, à ce niveau-là, vous devez trouver un juste compromis entre avoir des agences, un réseau de distribution d'agences qui est là pour créer la confiance avec les clients, pour et fidéliser ces clients-là et être en mesure, donc justement, désormais, de leur vendre des produits digitaux parce que c'est leur quotidien. Aujourd'hui, il est difficile. Au Cameroun, on estime à peu près à 23 millions de terminaux qui circulent quand même, c'est-à-dire que ce soit smartphone ou bien USSD, téléphone avec des USSD. Donc, vous ne pouvez pas vous dire, OK, je ne vais pas être là-dedans parce que je veux construire la confiance. Vous devez offrir une expérience client en agence qui est optimale, qui permet que ce client soit satisfait, soit rassuré et puisse avoir la confiance nécessaire pour aller vers une banque où il n'y a plus une très grande interaction humaine avec vous. Donc, voilà un peu comment je vois le mix vers lequel les banques doivent aller. Alors, merci beaucoup, Engelbert, pour cette explication. Joseph, je reviens vers vous avec une question en deux volets, si vous le voulez bien. Engelbert vient juste de parler de garder le contrôle sur la technologie et sur les différentes strates de technologie afin d'optimiser une rentabilité de la banque digitale. L'idée étant de ne pas offrir un service digital qui finalement n'amènerait pas de revenus. Est-ce que vous pouvez m'expliquer au sein de votre banque et en RDC en particulier, quelle est votre vision sur la rentabilité de la banque digitale? Si vous pouviez partager vos retours d'expérience, s'il vous plaît. Merci pour la question pertinente. J'aimerais tout de même apporter une précision.
par rapport à ce qu'on appelle une banque digitale et une banque en ligne. Certaines banques se lancent dans une banque en ligne, c'est-à-dire qu'ils donnent accès à l'Internet banking, ils donnent accès à la version mobile de l'Internet banking et ils se disent qu'ils sont digitalisés et donc ils s'attendent à avoir des retours sur investissement. Ce qui, la plupart des temps, ces genres d'investissements, c'est des investissements que j'appellerais indirects. Quand je donne accès en ligne à certains des services, c'est pour, par exemple, désengorger les agences. Quand on désengorge les agences en temps de paye pour les fonctionnaires dans les pays où la bancarisation des fonctionnaires est assez élevée, ça donne du temps aux agents bancaires de vendre d'autres produits à valeur ajoutée. Notamment, on parlera des crédits, notamment, on parlera des DAT, notamment, on parlera de bien d'autres choses. Ce que Elias expliquait, à savoir mettre autour de cette digitalisation des produits à valeur ajoutée. Quand on parle de banque digitale, par contre, là, c'est donner la possibilité au client final de pouvoir opérer tous les types de transactions en ligne sans se déplacer et de manière interchangeable selon le device qu'il utilise. Hein. On peut parler de mobile, ça peut partir du mobile, ça peut partir de la banque en ligne, ça peut partir des ATM, ça peut partir des POS, ça peut partir des tablettes et autres et des agents bancaires. Et donc, du coup, là, c'est vraiment mettre en place, dématérialiser tous les processus existants. Et donc, ça, c'est très, très important. L'autre chose aussi qui permet de vite fait rentabiliser une banque digitale, c'est le modèle d'affaires qu'on va mettre en place. On ne peut pas se dire que je vais investir dans un data center, sachant ce que ça coûte de mettre en place un data center, des licences Oracle et autres qui coûtent extrêmement cher, avec des AMC, Annual Maintenance Fees, qui sont assez élevés, et puis s'attendre à une certaine rentabilité, en tout cas pas dans l'immédiat. Et donc, du coup, il faut savoir aussi connaître, maîtriser son PNL. Qu'est-ce que je dépense? Qu'est-ce que ça me coûte aujourd'hui, ce que je suis en train de faire, et à quoi est-ce que je m'attends? Et donc, du coup, à mon avis, nous, c'est ce qu'on a compris, bien évidemment, dans ces pays et sur lesquels nous travaillons pour rentabiliser, optimiser le plus le rapport entre investissement et ce qui est attendu. Et notamment, l'un des modèles qui fait rage aujourd'hui, c'est le modèle en SaaS, Service as a truc, qui permet d'externaliser la plupart des fonctionnalités, de les confier à des experts. Ils peuvent être de petite taille, ils peuvent être de renom, comme ils peuvent ne pas l'être, parce qu'il y a énormément de fintech qui se développent, qui sont sérieuses et qui ont une certaine portée qui ont de l'impact dans ce qu'une banque pourrait faire. J'espère que ça répond à la question. Oui, très bien, parfait, Joseph. J'aimerais donner la parole à Mohamed, mais j'ai l'impression qu'il a un petit souci avec Internet. Mohamed, en Côte d'Ivoire, est-ce que vous nous entendez? Allô, Jean-Noël, oui, je vous entends. Très bien. Un peu... Le principal, c'est qu'on vous ait avec le son. Alors, ce que vient de rappeler Joseph, qui est extrêmement intéressant, c'est qu'il y a deux sources principales de revenus, on va dire de bénéfices pour une banque. Le premier, c'est de réduire ses coûts avec une approche digitale. Le deuxième, c'est en amenant des nouveaux services, donc des nouvelles sources de revenus, avec une approche plus OPEX que CAPEX, avec le SaaS modèle qu'il vient de mentionner. Et puis, c'est aussi, je pense, une urgence pour les banques de ne pas être à la traîne, parce Ilias l'a introduit tout à l'heure, et d'autres également, avec l'entrée de ces nouveaux players, avec des WhatsApp et des Facebook qui permettent, même si Facebook maintenant c'est WhatsApp, mais permettent de payer, où on sait que Square a annoncé son lancement d'une banque aux États-Unis. Donc, on voit que certains acteurs qui étaient dans d'autres écosystèmes, proches du bancaire, le paiement en l'occurrence, décident de rentrer, de devenir des banques. Donc, ma question, elle est, si vous m'entendez toujours, Mohamed, elle est… Oui, je t'entends. Quelles sont en Côte d'Ivoire les sources de revenus, les modèles de rentabilité de la banque digitale? Alors, merci. En fait, c'est ce qu'a dit mon prédécesseur tout à l'heure. Aujourd'hui, l'idée est vraiment de diversifier les sources de revenus parce qu'effectivement, les mailles sont de plus en plus moindres sur tout ce qui est crédit, qui est l'activité principale de la banque. Donc, il faut créer des services à valeur ajoutée.
Aujourd'hui, on est vraiment dans l'esprit écosystème. Donc, dans cet esprit écosystème, on regarde autour de nous tout ce qui est interaction avec la banque. Ça peut ne pas être forcément financier, mais tout ce qui est interaction avec la banque est une potentielle source de revenus. Donc, c'est de voir en interne comment est-ce qu'on réfléchit avec nos amis des product builders, l'équipe marketing, et la création des produits. Comment est-ce qu'on met en place des outils, des systèmes, des produits qui permettent aux clients de se retrouver en sa banque, en fait. Pas forcément pour transacter, mais pour d'autres services. Je ne vais pas vous donner tout de suite là des pistes de solutions, mais l'idée, c'est cette réflexion que nous sommes en train de mener, en tout cas au niveau de BOA Côte d'Ivoire. Comment on fait de la relation bancaire une relation au-delà du financier pour qu'on ait un maximum de services à valeur ajoutée qu'on puisse proposer quand même à nos clients. C'est cette réflexion-là qui est menée, qui est lancée au niveau de BOA Côte d'Ivoire, en tout cas avec l'appui de notre groupe, qui va nous permettre justement de trouver d'autres leviers qui vont nous permettre d'aujourd'hui avoir des sources de revenus un peu plus diversifiées. Voici un peu ce que je voudrais dire sans m'apaisantir trop parce que je risque de perdre encore la connexion sur cette thématique-là. C'est vraiment ouvrir la réflexion, sortir de l'esprit finance pour ouvrir la réflexion en esprit service. Oui. En gardant un point de vue l'écosystème, en fait. Cet écosystème-là, c'est j'ai la banque, j'ai les telcos, j'ai les fintech, j'ai des partenaires de services comme les stations, les supermarchés. Comment mettre en place un écosystème pour que tout cela puisse interagir avec comme élément principal la banque pour fédérer tout ce monde-là? Alors, merci Mohamed. Moi, je rajouterais même que, et ça a été dans l'introduction d'Ilias que j'ai trouvé excellente, un des points forts, l'Afrique n'est pas suiveur, l'Afrique est force de proposition. Et moi, j'ai l'impression que les banques africaines sont encore en train d'essayer de copier des modèles peut-être occidentaux et que peut-être il y aurait des pistes à chercher autour, et c'était une question de Grégory Mirabella, autour du Bitcoin ou de la blockchain pour créer une sorte d'infrastructure peut-être du jamais vu exactement comme il y a eu au tout départ sur le mobile money en Afrique. Voilà, donc on rentre dans notre dernière partie, donc je reviens vers vous, Ilias. Alors l'idée dans cette dernière partie, c'est de faire une petite conclusion. Alors moi, j'aimerais que cette conclusion elle se fasse en 2 étapes, si vous le voulez bien, Ilias. La première, c'est quelles sont selon vous les 3 grandes étapes de la création d'une banque digitale selon vous, pour avoir du succès. Et puis la deuxième partie de ma question, c'est quelle serait votre vision à 3-5 ans, la vision idéale de la banque digitale africaine? Alors, les 3 étapes, moi je dirais, c'est planifier, planifier et planifier. Donc ça, c'est vraiment, il faut avoir une stratégie claire justement pour construire la banque digitale. Mais juste avant cela, donc pour rebondir au point qui a été cité juste avant, le contexte africain est un contexte qui est assez spécifique et qui peut créer des modèles dont les autres ils peuvent s'inspirer. Alors, j'ai donné tout à l'heure l'exemple de Time Bank qui a maintenant 3 millions de clients, 700 000 kiosques d'enrôlement qui créent de la valeur et de la richesse, ainsi de suite, d'une manière exceptionnelle. Il y a d'autres exemples en Afrique, justement. Alors, on a par exemple Kuda au Nigeria qui est aussi un modèle de banque digitale qui a commencé, je dirais, de zéro et qui est l'une des meilleures success stories aujourd'hui en Afrique. Alors, quand on parle aujourd'hui digitalisation, il ne faut pas oublier le volet humain, d'accord? Parce que derrière ces plateformes, il faut avoir des personnes qui vont gérer cette plateforme, qui vont créer le produit, qui vont aller vers le client, qui vont proposer les services à valeur ajoutée. Donc, justement, le volet humain est aussi important. Donc, la stratégie de la banque dans ce sens, elle devrait aussi être importante aussi. Donc, il y a beaucoup j'entends beaucoup de choses qui se disent quand il y a de la digitalisation, ça détruit de l'emploi. C'est pas vrai. Quand il y a de la digitalisation, elle crée plus
d'emplois qu'elle en détruit, ça de un. Et pour la mise à niveau, justement, du personnel, par exemple, des institutions financières, pour qu'ils puissent avoir comment formuler ça? En fait, la mise à niveau des connaissances du personnel de la banque est toujours là. Nous accompagnons nos partenaires, nos clients, justement, pour qu'ils puissent réussir. En plus de cet accompagnement, justement, parmi les formules de réussite aussi, c'est le retour sur expérience. Nous voyons des expériences qui sont en train de réussir et la réponse qu'on peut donner aujourd'hui, c'est que chaque banque, elle doit pas copier l'autre. Ils doivent créer des modèles spécifiques. Il ne faut pas tomber dans l'erreur de la carte. Tout le monde donnait de la carte, tout le monde gérait des gaps, tout le monde donnait des crédits peut-être auto, tout le monde. Et on est tombé dans une logique de concurrence qui n'a servi à peu près à personne. Il faut être dans une vision de la création, de l'innovation, justement. Quand je dis l'innovation, pas forcément en termes stratégiques, mais l'innovation en termes de produits, en termes de clients, en termes d'offering aux clients. Aujourd'hui, nous voyons beaucoup d'expériences, par exemple, d'agritech. On n'en a pas parlé, qui est très important. Aujourd'hui, on voit les banques agricoles qui sont en train de digitaliser d'une manière magnifique, ou par exemple, les subventions de ces banques, ils peuvent être données d'une manière digitale sous forme de wallet, par exemple, pour qu'ils puissent être servis à des choses spécifiques pour acheter du matériel agricole ou pour développer une activité agricole. Ce n'est pas donné en cash. Donc, ces banques, ils peuvent faire l'assessment de ces programmes de subvention. Est-ce qu'ils sont partis au bon endroit? Est-ce que ce programme de subvention ou de microcrédit a servi à développer l'activité de l'autre côté? Les agriculteurs, ils peuvent vendre leurs produits sur des marketplaces agricoles aujourd'hui. Et on en voit aussi. Par exemple, il y a des exemples en Inde qu'on a accompagnés, par exemple, qu'on appelle Fasal, où toute une région agricole a été digitalisée. Aujourd'hui, tous ces agriculteurs, ils vendent leurs produits d'une manière digitale. Ils s'échangent, ils transactent entre eux d'une manière digitale, ainsi de suite. Donc, le secret de la réussite, d'abord, le partenaire technologique, le volet humain et vraiment l'innovation en termes d'offering, en termes de produits, en termes d'offres aux clients. Parce qu'il faut maintenant aller de la mentalité, on monte un produit pour le vendre à un client, mais plutôt écouter le marché, écouter le client et offrir une offre qui est customisée pour ce client. Tout à l'heure, juste entre parenthèses, j'ai donné l'exemple de Kuda qui est au Nigeria. Kuda utilise aujourd'hui des algorithmes aussi d'intelligence artificielle pour offrir des services à des clients en fonction de son comportement, en fonction de ses habitudes transactionnelles, ainsi de suite. Alors, merci Ilyas. Donc, moi, je résumerai vos trois grandes étapes: planifier, planifier et planifier. Et puis, la vision que vous avez d'une banque digitale à 3-5 ans, c'est une banque humaine mais digitale avec des offres spécifiques adressant des niches et toujours customer-centric autour de technologies innovantes. Exactement. Merci Ilyas. Yannick, exactement le même exercice, si vous le voulez bien. Quelles sont, selon vous, les trois grandes étapes importantes pour devenir une banque digitale avec du succès? Et puis, quelle est votre vision à 3-5 ans d'une banque idéale africaine digitale? Pour moi, les trois grandes étapes, c'est d'abord connaître son client, parce qu'à la fin de la journée, tout ce qu'on fera, ce sera pour le client. Donc, il faut le connaître. Il faut connaître quelles sont ses orientations, ses besoins, ses attentes. Et ça revient à ce que je dis depuis le début, les freins et les challenges, parce qu'il y en a beaucoup. Il faut les connaître, il faut les maîtriser. Il faut faire beaucoup d'éducation, parce que le digital est à son ère embryonnaire en Afrique. Il est tout nouveau, même pour les banques. C'est pour ça que beaucoup de banques
se spécialise à travers ce type digital officer qui lui-même se fait former, etc. Donc, il y a beaucoup d'éducation à faire, notamment pour éviter tout ce qui est fraude aussi également, etc. Parce que beaucoup d'utilisateurs se font encore avoir lorsqu'ils font des transactions. Donc, il y a beaucoup d'éducation à faire. Et ensuite, les partenariats. La banque ne remportera pas cette bataille toute seule. Il faut nouer des partenariats stratégiques, des partenariats qui sont déjà présents. Ces partenaires sont déjà présents dans la vie de nos clients. Il faut juste venir se greffer à ces différents partenaires-là pour passer de l'innovation à l'utilitaire, véritablement rentrer dans la vie des clients. Donc, pour moi, voilà les 3 volets importants qui feront en sorte que la banque digitale sera une réalité et que surtout, elle sera efficace. Et quand je me projette, où est-ce que je vois la banque dans 3-5 ans? C'est véritablement réduire les agences. C'est vrai qu'il faut continuer ce côté humain parce qu'effectivement, comme je disais, il faut connaître ses clients. Il y en a beaucoup qui ont ce côté humain qui est très important pour eux. Il faut réduire ce côté humain. Donc, il faut améliorer la banque digitale de telle sorte que, malgré que ce soit un chatbot, que le client ait la perception que derrière, il est géré par quelqu'un. Il y a toujours ce côté humain qui existe parce que le besoin d'avoir des agences physiques vient un peu plus de ce besoin du côté humain. Donc, pour moi, c'est lorsqu'on aura résolu cette problématique-là ou bien gérer ce manquement, je pense que la banque digitale sera comme le bel exemple qu'Ida nous a donné en Afrique du Sud, que digital, et pourra ainsi compter parmi elles tout type de clients. Merci Yannick. Je résumerai vos propos en disant la première étape, c'est de bien connaître son client, c'est de passer d'une approche product-centrique à une approche customer-centrique. Le deuxième, c'est d'avoir des partenariats obligatoires, des partenariats stratégiques en s'associant avec les acteurs qui sont déjà présents dans les écosystèmes que vous voulez adresser, qui ont été mentionnés par Elias. Le deuxième, c'est d'avoir des partenaires technologiques. La banque ne peut pas et ne doit pas, d'un point de vue de rentabilité, investir. Et le troisième point, c'est que vous avez parlé de basculer de l'innovation vers de l'utilisation, en fait, au final. Et puis, là, votre banque à 3-5 ans, c'est réduire les agences, mais par étapes, hein, passer dans un monde purement physique, dans un monde figital, comme on dit, puis dans un monde digital. Merci beaucoup, Yannick. Angèle Baird, alors exactement le même exercice. Si vous voulez bien nous partager vos trois grandes étapes que vous pensez importantes pour la création d'une banque digitale. Et puis enfin, votre vision de cette banque digitale à 3-5 ans en Afrique. Alors, mes 3 grandes étapes de la création d'une banque digitale se rapprochent un peu de ce que Ilias a dit tout à l'heure. Donc, la première, c'est d'avoir une vision, une stratégie bien claire, une démarche bien claire, bien cohérente qu'on est en train de suivre et donc de planifier l'implémentation de cette démarche-là. La deuxième étape, c'est de réussir la transition culturelle. Un peu comme l'a dit Tierno dans les échanges qu'on a eus, il faut partir vers une culture qui soit basée vers l'innovation et l'agilité. Ce qui, il faut quand même le reconnaître, sont un peu des ventres mous des banques traditionnelles d'aujourd'hui. Donc, aller vers l'innovation et l'agilité. Et enfin, véritablement avoir une approche holistique qui permet d'attaquer le problème de la digitalisation sur tous les segments de la création de valeur, c'est-à-dire qu'à la fois, il faut intégrer le client, les partenaires et le collaborateur en interne, hein, qui est au centre de cette création de la valeur-là. Parce qu'on a très vite souvent tendance à mettre en place des outils ou des plateformes à la destination des clients, mais en interne, on n'est pas suffisamment agile, on n'est pas suffisamment digitalisé, et du coup, et même ça crée, comment je peux dire, des freins, parce que le collaborateur se sent tout de suite, il y a quand même comment je peux dire, cette interprétation voulue ou fondée ou pas, où on pense toujours que la digitalisation vient pour réduire les coûts, pour réduire les emplois. Donc, il faut mettre l'humain au centre de la démarche pour justement, et notamment le collaborateur en interne, pour avoir une approche qui crée de la valeur, tant pour
le client, pour le collaborateur, pour le collaborateur en interne et pour les fournisseurs, ça peut être les régulateurs, ainsi de suite. Alors, la banque, au bout dans 3-5 ans, c'est vrai que quand on regarde les évolutions technologiques d'aujourd'hui et surtout la vitesse à laquelle ces évolutions technologiques sont en train de s'intégrer dans notre vie au quotidien, que ce soit l'intelligence artificielle, que ce soit la 5G, que ce soit la blockchain, c'est quand même un exercice très compliqué de pouvoir prédire de façon très claire quel est l'avenir. Mais je pense que le principal enjeu pour le continent africain, c'est d'abord de réussir l'inclusion financière. Il faut accroître le volume de clients qui sont bancarisés, qui sont connus et qui ont accès aux outils bancaires. Et ce ne sera plus les mêmes outils qu'hier. Hein, on l'a dit, ce ne sera plus nécessairement la carte bancaire telle qu'on la connaissait, ce sera certainement des wallets, ainsi de suite, mais qui seront intégrés dans le tissu économique, qui seront intégrés dans le système bancaire. Je pense que c'est pour moi le principal challenge auquel les banques africaines vont être confrontées dans un avenir immédiat. Alors, merci Angèle-Bert, je vais résumer, même si c'était assez synthétique. Premièrement, une stratégie claire. Deuxièmement, une transition culturelle avec une approche agile et innovante. Troisièmement, une vision holistique pour adresser tous les secteurs et aligner les moyens en interne. Et enfin, donc à 3-5 ans, outre les technologies et la difficulté de pouvoir imaginer avec l'impact fort de ces technologies, vous avez mentionné l'intelligence artificielle et la blockchain, c'est surtout de résoudre l'inclusion financière. On imagine une banque qui serait ainsi complètement intégrée dans un tissu économique, un tissu social africain. Merci Angèle-Bert. Joseph, avant de donner la parole à M. Fofana, Joseph, alors exactement le même exercice, si vous pouvez nous donner vos 3 points. Alors c'est toujours plus difficile quand on passe à la fin, parce que pour être un petit peu original, ça va être plus difficile. Mais bon, je vous laisse, je sais que vous avez de l'imagination. Et puis enfin, la deuxième partie de la question, c'est la vision à 3-5 ans. Écoutez, je pense que tous mes prédécesseurs ont déjà balisé le chemin. Donc, moi, je vais reprendre les choses en acronyme. Je parlerai de UX, User Experience, très important. Toujours recourir à l'expérience client. Qu'est-ce qu'on veut faire? On veut rendre service, on veut faciliter la vie à la clientèle. Donc, c'est très important de l'écouter. IA, l'intelligence artificielle. Il faut savoir anticiper les besoins du client en analysant son comportement, en analysant par exemple ses habitudes financières, ses dépenses, et puis ce qui permet énormément, in fine, de réduire les coûts d'investissement. Je donnerai un exemple banal, par exemple les coûts liés aux campagnes marketing pour recruter de nouveaux clients. Je parlerai de MVP, c'est-à-dire le Minimum Valuable Product. Si on ne définit pas à l'entame ce qu'on veut faire, ce qu'on veut servir comme produit, comme service, comme fonctionnalité, il nous sera difficile de nous dire qu'on va être optimal. Il ne faut pas, c'est pas parce qu'on a une plateforme qui a des multitudes de fonctionnalités qu'il va falloir tout servir à l'entame. Il faut bien étudier son marché et y aller crescendo, donner ce qui a de la valeur ajoutée en temps T. Et le BPM, Business Processing Management. Pourquoi? Parce qu'il ne sert à rien de digitaliser la partie banque vers la clientèle tant que aussi les processus internes n'ont pas été dématérialisés. À quoi ça sert d'avoir la possibilité de transmettre des instructions à la banque si par derrière on a toute une armée pour encore rester dans le manuel? Alors donc si une banque sent que ces processus sont encore restés à l'époque archaïque avec de la paperasse, il faut chercher à dématérialiser cela. Et la cerise sur le gâteau, ça va être l'esprit, la motivation numérique. Parce que si vous gardez l'esprit numérique, vous pouvez être sûr que votre stratégie, vous aurez une stratégie gagnante en matière de banque digitale. Donc, c'est très, très, très important, la culture numérique. Et donc, alors pour la deuxième question, la plus difficile, 3 ans, 5 ans,
si les banques ne se digitalisent pas aujourd'hui, si les banques n'embarquent pas le pas à la digitalisation aujourd'hui, on est sûr que d'ici 5 ans, elles ne feront plus partie de la course. Ça, il faut que nous tous, nous en soyons clairs. Si nous ne travaillons pas à dématérialiser, à externaliser, à réduire le coût d'investissement des agences physiques pour un maximum de gains, parce que nous utilisons la technologie existante qui est le mobile, qui est l'Internet, qui est la banque en ligne et les ATM, cet investissement est moindre pour un maximum de gains. Et donc, si nous ne courons pas vers ça, nous courons plutôt vers notre risque, parce que la banque traditionnelle, elle a tendance aujourd'hui à disparaître. Nous avons, nous tous, l'exemple, il y a certaines de nos banques où, même si nous travaillons dans des banques, nous détenons, par exemple, d'autres comptes où nous rendons moins, parce que tout simplement, ils nous donnent la possibilité de tout faire. Et donc, quand on a la possibilité de tout faire à distance, à partir de son mobile, on a moins tendance à se rendre dans des agences physiques. Et donc, en ce moment, du coup, la stratégie de la banque d'investir dans l'ouverture d'agences physiques va énormément réduire. Voici ce que j'avais à dire à ce propos. Merci Joseph. En fait, vous avez rusé, vous m'avez donné 4 points. Il y en avait 3 qui étaient spécifiquement orientés clients. Hein, j'ai laissé les questions difficiles à Elias. Voilà. Donc, il y avait 3 points spécialement sur le client que j'ai beaucoup aimé. Hein. Vous avez tout construit autour du client. UX, IA et MVP. Donc, on voit Customer Centric, on l'a répété. Et puis après, vous avez mis un point que les autres ont peut-être un peu moins soulevé, qui est extrêmement important. Il faut que vous soyez source de bon exemple. Vous devez agir, vous, banque, en interne, en tant que banque digitale, et pas demander aux clients de faire quelque chose que vous-même en interne, vous ne faites pas. Donc, je trouve ça excellent. Et puis, votre warning sur l'écosystème bancaire, je pense mondial, mais en l'occurrence africain ce matin, c'est si les banques ne deviennent pas digitales, si elles n'évoluent pas maintenant, elles seront exclues de la course. Donc, je prends votre point sur cette urgence. Alors, on va tenter de faire le même exercice avec M. Fofana. Si vous nous entendez, Mohamed, et si vous pouvez enlever l'option muet de Zoom, alors je serais content de vous poser la même question. Oui, Jean-Noël, c'est bon, vous m'entendez? Très bien, oui, on est content. On ne vous voit plus. On ne voit plus votre voiture, mais on vous imagine dans votre voiture. Je suis obligé de gérer la bonne passante. Alors est-ce que vous avez entendu mes 2 questions? Oui, je vais aller vraiment dans le sens de Tierno. C'est vraiment ce que je disais pour le peu de temps que j'avais intervenu. Il faut être vraiment orienté client. C'est mettre le client au centre de son organisation. Mais il a touché un élément fondamental auquel j'avais fait référence, mais je ne me suis pas vraiment bien apaisanté là-dessus. C'est cette vision 360 degrés. Il ne faut pas voir que service qu'on offre au client, mais derrière, comment ce service-là est traité. Moi, je suis d'avis, de dire qu'il ne s'agit pas de donner des outils pour dématérialiser les transactions. Et puis derrière, c'est une batterie de personnes qui vont s'asseoir pour faire les traitements. La digitalisation doit se faire de bout en bout, depuis l'initiation de la requête jusqu'à son traitement. Alors, pour ne pas revenir sur les propos des confrères auxquels j'adhère vraiment déjà, je vais donner moi plutôt ma vision à 3-5 ans. Contrairement à Tierno, je ne pense pas que si les banques, c'est vrai, on a commencé à se lancer dans la digitalisation, mais je ne suis pas sûr que le full digital soit dans 3 ou 5 ans. Donc, pour moi, la cohabitation entre encore le modèle classique qu'on a actuellement et le modèle vers lequel on aspire à aller vont vraiment coûter encore pour au moins à minima 5 années, sinon on va 10. Donc, moi, dans mon esprit, ce que je vois, ce que je raconte toujours à mes collaborateurs, c'est de mettre en place une passerelle, justement, entre la banque traditionnelle qu'on connaît aujourd'hui, on va dire semi-traditionnelle, et celle vers laquelle on tend. C'est en cela que, pour moi, la conduite de changement est très importante. Il faut accompagner les clients. Quand je parle de clients, c'est à 2 niveaux. Et les clients externes, qui sont les personnes qui nous confient les fonds pour qu'on gère. Il y a nos clients internes. Moi, je parle en tant que CDO, mais les clients internes, c'est mes collaborateurs. Comment leur faire comprendre que, écoutez, le digital n'est pas venu pour foutre l'emploi à la porte, mais le digital est plutôt venu pour optimiser le travail, pour permettre à la banque d'être un peu plus efficace et d'être un peu plus rentable. Donc, c'est ce message-là que je voulais passer comme conclusion. Merci. Alors, merci beaucoup, Mohamed. Moi, je pondérerai votre enthousiasme en rebondissant sur les propos de Joseph et ceux de Ilias d'ailleurs. La population émergente, elle est très jeune. Elle est déjà digitale de par son utilisation.
Et il ne faudrait pas qu'elles prennent des habitudes hors banque, puisque la banque, d'après vous, pourrait mettre plutôt 5 à 10 ans. C'est-à-dire je pense qu'il faut adresser dès maintenant la population émergente, tout en continuant à adresser les autres populations, afin que la banque ne perde pas le pied et le lien qu'elle a avec ses clients existants. Voilà. Je vous remercie. David, mais il faut vraiment tenir compte de l'environnement. Hein. Moi, je parle toujours d'environnement réglementaire. Moi, je suis content quand j'entends la Banque centrale parler d'un projet d'interopérabilité entre les acteurs du système financier. Je suis d'avis, mais les banques, quand elles veulent dégainer, c'est les mêmes banques centrales encore qui tirent le frein à main. Donc, moi, je suis dans une réalité, je sors de l'utopie. On continue, on a commencé, on continue le processus de digitalisation, mais il ne faut pas perdre de vue qu'on est amarré à un régulateur qui va pas à la même vitesse que nous. Donc, quoi qu'on veuille faire, à moins qu'on est triche en griffe, à ouvrir des filiales indépendantes qui vont aller à 100 à l'heure, pendant que nous, on va aller tout doucement au rythme de nos banques centrales. Merci Mohamed. C'était une question que je n'ai pas pu prendre, que j'ai vu passer sur la régulation et les différences de vitesse entre une industrie digitale qui va très vite et un État ou un système réglementaire qui est beaucoup plus lent dans la mise en place de réglementation. Alors, je vous remercie. Moi aussi, j'ai noté 6 points sur nos débats. Le premier, c'est l'aspect d'urgence. C'est maintenant, sinon la route sera trop longue pour les banques. Il faut préparer en amont cette transformation digitale. Il faut identifier des points uniques et des niches autour d'un écosystème et se préparer avec la réglementation. Le deuxième point, il faut faire des minimum viable products, des super apps, être orienté écosystème, être surtout multi-applicatif, avec des technologies qui sont orientées plutôt sur l'OPEX que sur le CAPEX. Donc, pour cela, il faut des partenaires technologiques et stratégiques. Troisième point, je pense que la banque digitale, elle doit être africaine. Donc, j'ai écrit un contexte et une demande particulière liée à l'Afrique. On a parlé du cash, on a parlé du besoin de tenir du cash, on a parlé des tontines, on a parlé de la diaspora. On a parlé aussi de cette confiance. Donc, la banque digitale sera très certainement Figital. 4, il faut avoir une orientation sur un retour sur investissement. Donc, il faut savoir générer du revenu. Donc, comme l'a mentionné Ilias, de la valeur ajoutée, sortir les banques de leur zone de confort en proposant des services beaucoup plus agiles et beaucoup plus flexibles, souvent orientés sur des niches. 5, se sortir d'une emprise de l'État parfois très forte, voire monopolistique. Et enfin, j'aimerais terminer sur un point positif, le 6e et dernier point, qui est l'opportunité unique qu'a l'Afrique. Je l'ai dit tout à l'heure, elle n'est pas seulement suiveur, elle est surtout précurseur. Et pour cela, il faudra probablement une approche holistique avec toujours l'humain au cœur du succès de la Banque digitale africaine. Jean-Noël, juste avant de closer, un 7e point. Si aujourd'hui on parle de 20% ou moins de bancarisation en Afrique, alors les 80% qui restent passeront forcément par le digital. Alors, je croyais que tu allais me mentionner planifier, ça aurait fait plus que 8. Mais je te remercie pour ta conclusion. Je voudrais remercier nos interlocuteurs de ce matin, toute l'audience extrêmement nombreuse. Je suis désolé, je n'ai pas pu prendre toutes les questions. Vous pourrez retrouver cet Happy Talks en rediffusion sur les réseaux sociaux. Je vous remercie. Merci encore à Mohamed de s'être connecté de sa voiture. Merci à tous nos spectateurs. Merci à l'audience et je vous donne rendez-vous bientôt pour un autre Happy Talk et je rends la main à Khadija. Merci Jean-Noël pour la qualité du débat. Je remercie nos chers intervenants de vos brillantes contributions qui ont enrichi le débat. Je remercie à nos participants qui ont été nombreux et qui ont posé beaucoup de questions. Je vous invite à nous suivre sur les réseaux sociaux et je vous donne rendez-vous jeudi prochain pour une webconférence sur un autre sujet et qui est très intéressant et qui met en avant le rôle et la contribution de la femme dans la révolution numérique. Merci nos intervenants. Au revoir. Au revoir. Merci, au revoir. Merci à tous. Oui, au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Merci.